Voilà, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le BMG du vendredi, le boucantage médiatique avec Jacques Dancal, bonjour. Bonjour. De Nouvelle Semaine, Olivier Lancien, bonjour, de Guadeloupe Première. Nathalie Dinan, rédactrice en chef de France Antilles, bonjour. Bonjour à tous. Et on va parler bien sûr de la convention du CICAS avec tout à l'heure de Big Bocaz avec Grégory. On ira faire la révision du SAR de la région Guadeloupe-Rézé, le rapport sur les sargasses. Mais aujourd'hui, on va parler de choses qui concernent la Guadeloupe, puisque vous le savez, depuis quelques jours, il y a de plus en plus d'homicides. À la une de France Antilles, d'ailleurs, aujourd'hui, 5 homicides en 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité avoir Caroline Calbo, qui est procureure de la République. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la question se pose, comment arrêter ces homicides? Puisque 5 homicides en 8 jours, ça devient plus qu'un record, là. Alors oui, et surtout qu'il n'y a pas forcément de lien entre eux qui est fait. Ce qui est sûr, c'est que ça s'inscrit dans une augmentation globale des atteintes aux personnes et notamment des meurtres, puisque en Guadeloupe, on enregistre depuis le début de l'année 27 meurtres, dont 15 par arme à feu, et surtout les tentatives de meurtre, avec 110 tentatives de meurtre, dont 67 par arme à feu. Oui. Donc tout paraît quand même, beaucoup de choses paraissent quand même liées à une circulation facilitée des armes à feu et leur utilisation assez décomplexée. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, avec un renforcement des patrouilles, notamment dans les secteurs où se sont passés les faits. Je pense notamment à Lamentin, où j'avais justement la commandante de compagnie au téléphone qui me disait combien ils avaient donc mis les mobiles pour faire des rondes plus fréquentes au Lamentin, mais également un investissement très fort des services d'enquête. Je pense notamment à la brigade criminelle pour la police ou bien la section de recherche pour la gendarmerie, pour arriver à identifier les auteurs de ces faits et de pouvoir les interpeller au plus vite. Madame Calbo, je pose la question. Quand on a vu, enfin, vous avez dû voir la vidéo qui circule sur les réseaux, voir des gamins avec autant de blocs, en fait, d'armes à feu. Comment arrêter la circulation des armes à feu? C'est la question principale. Alors, nous multiplions les contrôles, puisque moi je signe beaucoup de réquisitions justement pour des fouilles de véhicules, des fouilles à corps, on en découvre, on fait des saisies d'armes, mais souvent quand on arrive sur les lieux, notamment après des fusillades, les armes ont été prises. En fait, moi j'appelle vraiment à la responsabilité notamment des familles de pouvoir, dès qu'ils voient leurs enfants, et notamment des enfants aussi jeunes, être armés, de pouvoir écarter cette arme et la porter à la police et la gendarmerie pour ne plus qu'elle soit en circulation. Donc nous multiplions les actions pour lutter contre ces trafics d'armes, mais malheureusement c'est insuffisant au regard de l'ampleur du nombre d'armes qui est présent sur le territoire. D'accord. Une question de notre confrère de Guadeloupe, la première, Olivier Lancien. Oui, bonjour Madame Calbo. Comment on se sent lorsque l'on sait que les services de police et de gendarmerie font leur boulot avec un taux d'élucidation assez élevé pour la France? La justice fait son travail, mais il y a un flot continu d'arrivées d'armes et de drogue parce que les côtes n'ont pas suffisamment de moyens pour être surveillées efficacement. Comment on se sent? Comment on se sent? Enfin, moi, je fais mon travail. Moi, j'avance, en tout cas, sur les enquêtes judiciaires. Moi, c'est vrai qu'il faut voir aussi avec la préfecture sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre sur les côtes pour limiter l'arrivage, que ce soit des stupéfiants comme des armes. Après, nous, au niveau de la justice et des services d'enquête, nous sommes mobilisés pour arriver à identifier les auteurs le plus vite possible. Et contrairement à ce que vous dites, on a un taux d'élucidation qui est quand même assez important. J'en parlais hier, par exemple, la compagnie du Moule, elle est à 60% de taux d'élucidation. Et on est à peu près à 50% de taux d'élucidation. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, 50% de taux d'élucidation pour la police et la compagnie de Pointe-à-Pitre. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés ces derniers mois, c'est vraiment une augmentation importante de faits d'une particulière gravité. Et je pense notamment au vol avec armes et aux meurtres et aux tentatives de meurtre. C'est ça qui nous inquiète le plus et pour lesquels on essaie de lutter avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc on alerte régulièrement justement pour essayer de renforcer les moyens qui sont les nôtres pour faire face à cette augmentation d'activité. Bien. Nathalie, France Antilles.
Oui, bonjour Madame la procureure. Moi, j'aurais une autre question. C'est vrai qu'on parle des armes à feu, mais il y a aussi des couteaux, hein, des homicides par coup de couteau ou en tout cas des blessures très graves. La population qui agresse est de plus en plus jeune. Il y a eu, oui, il y a une mobilisation des forces de l'ordre. D'ailleurs, devant les lycées Jardin d'Essai, Chevalier Saint-Georges, en fin de semaine, non, en milieu de semaine, pardon, pour justement de fouilles, puisque au collège de Félix Eboué et aussi à Basse-Terre, à Saint-Claude, pardon, il y a eu des soucis d'agression par arme. Une population qui est toujours plus jeune. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas c'est sûr qu'il y a de la répression, il y a l'élucidation des affaires, mais aussi de la prévention. Mais alors à ce moment-là, on s'adresse aux parents de ces jeunes. Parce que avant-hier, quand même, c'est un jeune de 13-14 ans qui a été tué. Tout à fait. La question du rajeunissement de la délinquance est particulièrement marquée. C'est vraiment ce qu'on voit, et les armes et une utilisation pour faire finalement comme les aînés, quoi, pour arriver à se sentir plus fort. Le recours à une arme, ça peut être, vous avez tout à fait raison, hein. On a vu cette image particulièrement marquante d'un élève, je crois qu'il était en 5e, qui a agressé avec un couteau un élève de 6e. Donc c'est ça sur lequel on essaie de lutter également, étant précisé que la responsabilité pénale, elle est a priori à 13 ans, sauf si les experts, notamment psychiatres, démontrent un discernement en dessous. Donc avant, ce sont des enfants et qu'il convient de protéger, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il est aussi et surtout de la responsabilité des parents. Alors nous essayons, et c'est le cas, puisque vous avez cité cet enfant de 13 ans qui a été tué, effectivement, qui était en décrochage scolaire et connu de la justice. Il était suivi, et il y a des suivis réguliers par les juges des enfants et par l'aide sociale à l'enfance aussi, pour essayer de prendre en compte et de sortir de ces milieux pathogènes, criminogènes plutôt, ces enfants, avec toute la difficulté et les structures qui sont assez limitées finalement pour les prendre en charge. Mais je crois qu'il faut la société, sur quelle société on veut pour nos enfants, comment est-ce qu'on les préserve de toute cette violence, comment on arrive à leur montrer un autre modèle que celui finalement d'une valorisation des armes et particulièrement des armes à feu. Oui, bonjour Madame Calbo, Jacques Dancal, Nouvelle Semaine. Non, la question de l'élucidation de tous ces crimes c'est assez rapide en fait, finalement. On arrête assez rapidement beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe pour les cas de récidive? Parce qu'on revoit souvent les mêmes, puisqu'en temps il était défavorablement connu, ça veut dire qu'on a souvent les mêmes. Est-ce qu'il y a un vrai suivi, ou est-ce qu'il va être renforcé, notamment en termes de psychologie, en tout cas de suivi, pour éviter que ces personnes-là se retrouvent de nouveau dans la rue? Alors, c'est pas forcément toujours les mêmes. C'est vrai qu'il y en a certains qui reviennent, pour lesquels, donc vous savez, on a une prison c'est-à-dire qu'on peut pas nous taxer de laxiste, hein. On a une prison qui est remplie à 240%. On arrive à mettre hors d'état de nuire de nombreux délinquants, et notamment qui utilisent des armes. Franchement, on a un taux d'élucidation, et je le redis, hein, qui est assez important. Et donc, avec des prisons une prison qui est particulièrement surpeuplée, donc ce qui pose aussi d'autres difficultés, parce que vous avez raison, comment est-ce qu'on travaille dans une prison surpeuplée, avec les moyens qui n'ont pas bougé, pour prévenir la récidive, comment on travaille un projet d'exécution de peine, comment on travaille la réinsertion, les soins, comment est-ce qu'on arrive à travailler justement sur la violence, la gestion de la violence chez des jeunes qui ont grandi dans la rue. Et c'est toute cette problématique auquel on est confronté. Il y a des efforts, que ce soit de la protection judiciaire de la jeunesse, du service d'insertion et de probation, pour essayer de mieux prendre en charge et de prévenir la récidive. Mais effectivement, ça reste encore compliqué. Mais c'est pas tant sur la récidive. En tout cas, nous, on a plusieurs enquêtes en cours qui avancent et qui sont qui avancent, et on essaye vraiment de mettre hors d'état de nuire un maximum de personnes, notamment de personnes armées. Bien. Merci, Madame le procureur. Et puis nous, on continue notre émission. Merci de vous avoir donné ces quelques minutes, puisque je sais que vous étiez très occupés. Voilà, 12h43. On revient à notre actualité politique, puisque vous avez dû voir ce communiqué de Pays Guadeloupe et de Guadeloupe Pluriel Solidaire, signé de Jocelyn Sapoti, président du groupe Guadeloupe Pluriel Solidaire, oui, Bernard Guillaume. Il dit ceci: à moins de 2 semaines
du 19e congrès de la Guadeloupe, etc., programmé le 17 juin prochain. Les élus des groupes GPS et Pays Guadeloupe, représentant les minorités du conseil régional et du département, ont invité mercredi une large délégation d'acteurs économiques de l'archipel à échanger sur les projets d'évolution. Et il en est ressorti, disent-ils, de ces longs et riches échanges menés notamment avec le CRPE et le MEDEF et le SNEG, que les acteurs économiques n'ont à aucun moment été associés ni consultés sur les travaux de la commission ad hoc depuis 2 ans. Et la question se pose aujourd'hui, y aura-t-il ou pas de congrès? Est-ce que les conditions sont réunies pour le congrès? Qui veut commencer? Oui. J'ai envie de dire que le congrès est programmé à 2 semaines. Ils convoquent, eux, les acteurs économiques, et ils ont cette information-là aussi à 2 semaines de l'organisation du congrès. Oui. Donc ça veut dire qu'eux non plus n'ont pas fait un travail de terrain pour être contradictoires lors de ce congrès. Donc moi je note ça. Quand il y a une telle organisation, c'est quand même une manifestation d'envergure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que ça fait 2 ou 3 mois que le département prépare justement la réception. Même plus, mais enfin, c'est-à-dire que ça fait depuis qu'il y a eu la passation entre la région et le département. Donc ils préparent ce congrès. Entre-temps, vu l'actualité qui concerne notre petit territoire, notre petit pays, comme j'aime à le dire, ils ne sont pas restés sans rien faire. Par contre, je me dis qu'au contraire, on peut organiser ce congrès et eux peuvent venir monter au créneau, mettre dans les questions diverses, ou en tout cas lors de leurs interventions, rappeler que le monde, les organisations patronales ou économiques n'ont pas été associées, et ces organisations patronales, invitez-les, que le département les invite aussi à venir donner leur point de vue. Parce que c'est ça le congrès. Il faut y avoir des débats, il faut des propositions pour qu'à la fin de ce congrès, à la fin de cette journée, sortent des motions. Donc il faut que tout le monde vienne parler de ses difficultés, mais aussi de ses réussites, de voir comment on peut trouver des solutions pour faire avancer ce pays. Si on ne fait pas un foisonnement d'idées, on ne va pas y arriver. C'est un congrès qui ne servait à rien, tu as entendu ça? Mais enfin, le premier congrès, je me rappelle, mon fils naissait à peine et il était là. Donc oui. S'il ne sert à rien aujourd'hui, il ne servait à rien quand il était là aussi. C'est le 20e congrès, oui. Moi, je souscris à tout ce qui a été dit par Nathalie, mais globalement, je ne suis pas surpris de cette réaction-là. C'est une espèce de pare-feu parfaitement organisé. Oui. C'est depuis que le ministre des Outre-mer a annoncé qu'on allait discuter enfin des questions d'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour les Antilles, oui. Qu'il y a tout à coup une espèce de fumée qui se monte pour dénoncer l'organisation du congrès, alors que ça fait des années qu'on fait des congrès. Tout le monde on est au 19e, au 20e. Tout le monde en connaît le thème, tout le monde en connaît les aboutissants. Donc ça veut dire que quelque part, et Nathalie a raison de le souligner, c'est le moment de nouveau de dire un certain nombre de choses. Je crains malheureusement qu'il y ait une attitude un petit peu politicienne. Le ministre annonce ça, on se dit oulala, ça va peut-être faire peur et favoriser les voix du RN ou autre chose. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu démagogique dans ça, que tout à coup de dire ça à quelques jours, ça n'est pas très sérieux. Je pense que ce sont les mêmes élus qui étaient dans les congrès précédents. On les retrouve là, ils sont censés se souvenir de ce qui a été dit au congrès d'avant. Donc on peut se demander, mais à quoi sert cette soudaine montée de fièvre? Ouais. Voilà, oui. Oui, non, en fait, c'est de la politique. Les groupes PS, enfin, ça s'appelle Pays Guadeloupe à la région, et GPS au département. C'est le PS qui est derrière ça. Ils font de la politique. Oui. Donc, c'est la période en plus, donc c'est de bonne guerre politicienne de demander qu'il n'y ait pas ce congrès compte tenu des circonstances. Nous avons reçu Bernard Guillaume, le signataire de cette tribune, oui. Hier. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, il disait qu'en ce moment, avec le climat tendu, les climats de violence, l'eau, que c'était pas forcément le bon moment pour organiser ce congrès-là et peut-être le repousser pour discuter plus amplement et plus profondément sur ça. Bon, après, là, je ne pense pas que le département, entre Guy Losbar, le président du congrès, repousse un congrès qui est convoqué à moins d'une semaine. Oui, et d'autant plus que, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que ce congrès-là ne va pas régler les problèmes.
Alors, c'est pas son but. Je signale que quand même, on a eu 3 jours où on était en rouge. Il y a quand même eu des courses cyclistes, des manifestations sportives quand même. Alors qu'il y avait il y a toujours des urgences. Hein. Oui, mais j'aime bien quand Olivier dit que c'est vrai que c'est une attitude politicienne. Tout le monde est dans son rôle. Mais est-ce que les élus, vous avez pensé aux Guadeloupéens qui vous regardent, qui vous écoutent, qui vous entendent? C'est vrai que nous, on est en presse écrite, donc on n'a pas ces images toujours en tête lorsqu'on écrit ou lorsqu'on réfléchit ou on interroge des politologues. Mais le Guadeloupéen qui vous voit à la télé ou qui ce sont en direct sur Canal et sur Guadeloupe. Voilà, mais qui entend justement qu'à chaque fois, on organise quelque chose de l'autre côté, et puis nous, on fait que dire, les médias, oui, mais ils sont en campagne. Ça veut dire quoi, on est en campagne? Quand il y a des meurtres aussi, on est en campagne. On tire la couverture. Non, je veux pas que celui-là avance plus vite que moi parce que c'est le dernier qu'on aura vu pour qui on va voter. Est-ce qu'on pense quand même à l'intérêt collectif et à ce qui se passe dans le pays? Oui, justement, la situation est tendue. Il y a eu 5 homicides en 8 jours. Les jeunes se piquent, se filment dans des collèges, au collège. Il n'est pas justement temps de s'asseoir et d'en parler? Oui. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a un problème de hiérarchie actuellement. On ne sait pas ce qui est important, puisqu'on peut considérer qu'on peut organiser quelque chose de très lourd, et puis tout à coup, la veille, on l'annule. Ça fait un peu léger de proposer ça, compte tenu de la gravité de la situation. Justement, on devrait au moins pouvoir hiérarchiser, dire ça, c'est important, le Congrès, qu'on discute de l'avenir du pays. Alors on change. C'est-à-dire qu'on rajoute des questions. On sait que la situation est tendue. Le Bernard Guillaume organique. Oui, tout à fait, mais on peut rajouter des questions diverses et dire regardez ce qui s'est passé dernièrement, puisqu'on n'est pas, l'actualité tous les jours elle change. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis on sait très bien que nos problèmes sont structurels. Ce n'est pas simplement rajouter de la police ou faire des contrôles. Il y a aussi des questions structurelles de l'organisation du pays qui peut on est dans une surchauffe qui entraîne ça. Il y a eu le sujet hier sur le SAR, le schéma d'aménagement régional. Si on décide pas, si on n'en parle pas, on a déjà lancé justement les avis. Et je dirais même, parce que Bernard Guillaume dit ça aujourd'hui, mais le département a quand même depuis 6 mois appelé les Guadeloupéens à venir participer à des débats dans chaque commune ou chaque circonscription pour venir un peu donner leur avis. Donc ça veut dire que même si vous êtes du monde économique, vous restez Guadeloupéen, vous habitez dans une circonscription. J'aime à dire que nous ne sommes pas, nous aussi, que des journalistes. On est des parents, on vit dans ce pays, on peut être malade, on va au CHU. On n'est pas des robots parce qu'on est des journalistes. Donc on peut aller participer aussi à ces grands débats, ou en tout cas à ces rencontres, et de donner son point de vue pour faire remonter ces doléances. Et en plus, ce sont des problèmes qui ne sont pas nouveaux. Alors, il y a un autre problème qui se pose. J'ai cru comprendre que Charles n'a pas très envie de venir à ce congrès. Pas qu'il n'ait pas envie ou qu'il ait envie, il y va souvent à vélo. Hein. Il faut reconnaître. Il y a Roland Garros en ce moment ou pas? Oui, on ne sait pas. Ça se termine dimanche. C'est terminé? Non. Si Roland Garros est terminé, Charles sera là. Il y a des informations que nous n'avons pas. C'est ça. Oui, enfin, vous êtes dans les petits papiers, mon cher. Non, mais enfin bon. Vous avez été invité, vous avez reçu une invitation à participer ou à assister. À quoi? À Roland Garros. À Roland Garros, je ne suis jamais allé à Roland Garros. Jusqu'à maintenant, Charles n'est pas amené. Mais peut-être l'année prochaine. Bien, alors, deuxième sujet qui est un petit peu chaud aussi. Enfin, c'est un sujet sur l'eau, sur le charbon. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si vous pouvez m'expliquer. Alors, il y avait une demande très forte du SMAG auprès de M. Marc pour son entreprise, pour donner du charbon, parce qu'il en manque dans certaines usines. Oui. Et il refuse obstinément, malgré 2 interventions de réquisition du préfet, il refuse en disant qu'il n'a pas été payé, etc. etc. J'ai l'impression, qu'on n'a pas toutes les informations. Et c'est vrai, on va avoir aussi une volée de bois vert des Guadeloupéens pour nous dire oui, les médias, vous ne faites pas votre travail. Oui, on fait notre travail. On interroge les gens, on les appelle. On ne peut pas évidemment leur mettre, j'ai envie de dire, un couteau sous la gorge pour qu'ils nous parlent. Mais c'est lorsque la situation est catastrophique que là, on arrive à avoir quelques infos. Comment on fait pour réquisitionner une entreprise
Et on entend dire qu'on n'a pas versé, on l'a pas payé. Elle n'a pas été payée depuis au moins une année. Voilà, elle n'a pas été payée, même si peut-être qu'elle peut être solide et pas solide financièrement. Elle veut, j'ai entendu le directeur l'autre jour sur Guadeloupe la Première dire que oui, ils ont lancé une alerte, ils ont dit que bon, ils ont besoin de savoir où ils vont. C'est la seule entreprise qui fait ça ici. Elle prend peut-être des risques d'être justement dans ce créneau. Et là, maintenant, j'entends que Louisie a déjà une autre entreprise et on a lancé un autre marché. Théoriquement, je ne comprends pas pourquoi le préfet fait une réquisition alors qu'il y a une autre entreprise. Oui. Une procédure de marché, c'est compliqué, c'est long. Oui, c'est long. On peut lancer, trouver une entreprise, mais il faut passer un marché public. Voilà, tout à fait. Il faut ouvrir des plis. Donc ça prend il faut avoir une concurrence aussi. Oui, mais en plus de ça, Ferdi Louisie est président, mais il était déjà dans le directoire du SMGEAG et du SIAG. Il connaissait la situation, donc je pense que tous ces courriers, il les avait. Est-ce qu'il y a, je sais pas, pareil, est-ce qu'il y a une petite guerre interne, mais qui est politicienne? Non, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des gens en ce moment qui consomment de l'eau polluée. Parce qu'elle n'est pas traitée, cette eau-là. Alors, selon l'ARS, pour le moment, les normes de ces usines qui étaient concernées étaient pour le moment aux normes. Aux normes, sans charbon? Oui. Il y a du charbon, mais c'est le charbon qui est là, qui n'est pas encore été, pour le moment... Même s'il n'a pas été changé, on n'est pas... efficace. Parce que le préfet, dans son document, il donne un certain nombre d'échéances. Toutes les stations ne sont pas au même niveau. Mais c'est vrai que ça fait un peu... c'est ubuesque, cette histoire-là. On imagine que depuis le temps qu'on a le SMGEAG, ou même les services de l'État, on ne peut pas découvrir tout à coup qu'il n'y a pas que ça n'a pas été changé. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas payé l'entreprise. Ça fait un moment qu'on sait qu'il y a du stock, que ça n'a pas été changé. Je ne crois pas que, vu la quantité de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, qu'on ne sait pas à quel moment il faut changer, on ne sait pas qu'on va être en rupture de stock ou que M. Marc n'a pas livré. A attiré quand même l'attention, parce que si elle n'est pas payée, ça veut dire que chaque mois, elle relance son service de contentieux, relance les administrations. Donc il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant, et ça fait 1 an que ça dure. En tout cas, ça fait très léger, cette affaire-là. Ça fait très léger de la part de tout le monde. Ça montre une espèce d'amateurisme, puisque au dernier moment... Alors, imaginons que tout à coup, on découvre qu'il n'y ait pas d'essence pour faire fonctionner les avions ou les bateaux. On nous dit, mais oui, mais ça fait... Bon, il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de prévision, mais ça, c'est pas très sérieux. On peut que dire, oui, c'est pas grave, on va faire avec, on arrête de faire avec. Ouais. D'ailleurs, on peut soupçonner beaucoup de personnes de faire exprès de nous rendre ridicules, parce qu'on est ridicule. On est tous ridicules, parce qu'on est incapable de... C'est un seul produit. On est incapable de tenir un stock, même si on n'est pas payé. Il paraît qu'il a quand même 7 tonnes de produits. Et qu'il n'a pas livré parce qu'on l'a pas payé. Mais toutes les entreprises font ça. Quand vous n'êtes pas payé, vous faites pression, vous ne livrez pas. Mais on est ridicule. Alors, si à l'extérieur on dit ça de nous, mais les gens vont dire, mais c'est quand même un peu bizarre. On se dit, mais ça a été fait exprès d'annoncer ça. C'est qu'il y a eu 2 réquisitions du préfet, il résiste, il dit non, il va livrer. Non, mais ça prouve qu'on est dans une situation absurde depuis un bon moment, et que maintenant il y a réquisition, voilà, limite, mais advienne que pourra. C'est un peu l'affaire de Gosier, là, la limite. Oui. Quant à Gosier, je préfère même pas en parler. Délégation ou pas, mais écoutez, on ferme les écoles. Gosier, c'est encore un autre. Alors, deux petits mots, qu'en fait, c'était pas prévu dans l'ordre du jour, mais enfin, il faut le dire. On a 2 personnalités qui quittent la Guadeloupe. On a d'un côté la rectrice et le directeur de la DAC. La rectrice, elle fait valoir ses droits à la retraite. Elle méritait la retraite déjà. Elle méritait, ça veut dire je ne sais pas, par contre, être l'âge. 47 ans de bons et loyaux services. Elle est allée au-delà. Au contraire, elle a voulu nous donner le meilleur d'elle-même. Elle a fini sa carrière chez nous. Le nouveau recteur est déjà arrivé, semble-t-il. Il a été nommé. Il a été nommé, ça y est, il a été nommé, mais il n'est pas encore en place. J'ai vu sur les réseaux son nom. Donc, et le directeur de la DAC aussi, M. Dewider, que tu ne connais pas. Non. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas le directeur de la DAC? Non. Tu connais le directeur? Non plus? Non plus? Et toi? Attends, il ne pas connaître alors. Non, on voit met sa photo, s'il te plaît. On met les collaborateurs de... On a les collaborateurs du directeur de la DAC. Non, il était très... On le voit. On le voit, ouais. Non, il était très bon. C'est vrai qu'avec lui... Non, pas autant. Non, c'est tous les 4 ans on les change, ces gens-là.
un peu comme directeur. Et lui, donc, lui, il ne part pas à la retraite, lui. Non, le territoire. Oui, il quitte la Guadeloupe, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il était très efficace. Il n'y a pas eu un petit souci, vous pensez, hein? à la DAC pour qu'il s'en aille? Je demanderai ça. Tu connais Cécilia Coulon? Et oui, et celle qui organise les rendez-vous au jardin avec Madame. Voilà. Doudoul. Mais tu connais les gens du DAC. Oui, bon, voilà. En fait, on connaît ce la boîte. Voilà, avec qui on travaille. Elle est venue présenter justement cette semaine. C'est demain que ça commence. Aujourd'hui avec les rendez-vous de écoles. jardin. Ouais. Et il y a le monsieur, comment il s'appelle, le spécialiste des fruits à pic qui soit là. Bien. Alors, 58, on prend la pause. On revient tout à l'heure. On va parler de Trump et de Musk. Alors, tu dis qu'on est ridicule, mais c'est pas que ce qu'on dit de Trump et de Musk en ce moment. Ouais. On en parle dans un instant, tout de suite. Du beau comptage médiatique avec Nathalie Zindan de France Antilles. Bonjour. Ravi d'être avec vous et on parle beaucoup pendant ces pauses. Hein, oui, c'est vrai. Avec Olivier, l'ancien de Guadeloupe Première, et avec Jacques Dancal, qui est là cette fois-ci. Oui, je suis là. Il n'était pas là la semaine dernière quand même. Mais enfin, on a bien recruté. Et c'est l'heure de la revue de presse, rapidement. On démarre tout de suite, comme d'habitude, avec France Antilles. C'est parti. Non, c'est pas parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De toute façon, on peut commencer. Hein. On peut commencer alors. Bon, alors là, voilà. D'ailleurs, 5 homicides en 8 jours. On vient d'en parler avec le procureur de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbeau. Donc oui, on revient sur ces homicides, on revient sur aussi la réunion qu'il y a eu à Lamentin avec le président des maires, Jocelyn Sapoti. Mais la veille, il y avait eu quand même un homicide, la mort, enfin le meurtre un jeune, il a 13 ans. Un jeune de 13 ans. Il n'était plus scolarisé, paraît-il. Non, plus scolarisé, et d'ailleurs connu des services de justice, déjà. En tout cas de justice, défavorablement connu. Donc on revient là-dessus. On revient aussi sur le schéma d'aménagement régional qui est en discussion, où on appelle les gens, puisque nos avis sont essentiels, je le rappelle, sinon on décédera à votre place. Vous savez, depuis mercredi dernier, nous sommes revenus sur le terrain à Saint-Martin. Nous vendons le quotidien à Saint-Martin, donc pas seulement pour donc tu es au courant qu'il y avait une sénatrice qui transportait quelque chose. Vous verrez que nous avons le pancho d'aujourd'hui qui va vous faire sourire. Oui. Mais en tout cas, c'est pour aussi dire à Saint-Martin qu'on entend, on les a entendus. On revient en vente papier chez eux. Donc en une, vous retrouverez qu'il y a une manifestation Spotlight aujourd'hui à Saint-Martin, aujourd'hui et demain. Et aussi, à chaque jour, vous retrouvez une information. Nous avons une correspondante, Diane Pézeron. Là, justement, vous revenez sur Marie-Galante. Nous avons les îles du Sud qui sortent parce qu'une fois par mois, on fait un journal pour les îles du Sud. Donc, Marie-Galante, les Saintes, Désirade ont mis leurs informations parmi les premières pages du journal. Il va y avoir Terre de Blues, mais on parle aussi beaucoup de Désirade. On parle des Saintes. Donc, le journal pour eux. Mais en tout cas, on a un énorme journal pour ce week-end. Bravo France Antilles. Bravo France Antilles. 60e anniversaire. Et j'ai oublié aussi vous avez le MAG. Oui, alors je ne sais pas si je vous l'avais montré. C'est son week-end, Capleton, c'est le week-end prochain, c'est le 15 juin. Donc vraiment, apparemment, tout le monde est tout le monde attend avec impatience, le concert de Capleton. Et il fait la une du MAG de ce week-end, plus un journal vraiment qui fait 48 pages avec toutes les infos sur tout l'archipel. Voilà. On parle de nouvelle semaine. Mais nous, on a fait une couverture sur l'art de fer, parce que c'est le gros événement en matière d'art visuel qui va durer un peu plus qu'un week-end, de jeudi jusqu'à dimanche, dans l'accueil des croisiéristes à Pointe-à-Pitre. C'est un très bel événement. Il y a presque 70 plasticiens, artistes qui vont exposer. Et avec beaucoup de galéristes et puis beaucoup d'animations, des débats, et plusieurs lieux d'ailleurs, puisque là aussi la Maison Victoire, il y a plusieurs lieux et plusieurs événements en même temps. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi j'invite tous les Guadeloupéens à y aller parce qu'il y a une forte créativité. Ça ouvre quand jeudi, le vernissage c'est jeudi prochain. D'accord. Bon. Dans le journal aussi, alors j'invite
j'invite aussi les lecteurs à lire un très bon papier qui a été fait par un collaborateur d'université, hein, c'est M. Ansbert Malthus, qui traite de la situation en Ukraine. Alors, c'est très intéressant parce que les Guadeloupéens regardent ça de loin, parfois sans savoir véritablement quels sont les enjeux, les conséquences pour nous. Il explique ça très très bien, c'est très pédagogique. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que ça permet de comprendre ce qui se passe dans le monde et les conséquences que ça peut avoir sur nous. Donc, j'invite vraiment à lire. Et puis, il parle de Trump déjà, non pas encore. Non, il parle pas, enfin un petit peu, mais enfin, il parle surtout de la situation. Et puis aussi, c'est la fête de la radio. Hein. Oui, c'était la fête de la radio. Oui, c'est vrai. Nous avons dans notre mag. Voilà. Et on a une petite interview donc, du président de l'association des radios associatives, Jean-Philippe Wangassamy. On en parle. Et puis, c'est l'occasion de parler de... Normalement, notre ami voilà. Ouidi aurait dû être là, mais enfin bon... Et on parle d'Éric Kouzak, qui est le seul à avoir fait une chanson célèbre qui s'appelle Cash FM sur l'impact de la radio de la société. D'accord. C'est une très belle chanson que je vous invite à écouter. À lire donc nouvelle semaine cette semaine. Qu'est-ce qui reste? Nouvelle étincelle et justice, je crois. Non? Justice. Justice, journal centenaire, revient sur le cessez-le-feu. Alors, à Gaza, c'est un gros problème en ce moment au niveau international. Et d'autant plus que Macron a pris position pour la reconnaissance après la Colombie. Oui, après la Colombie. Et Netanyahou, en ce moment, il est très, très, très furieux. Et c'est vrai qu'il y a un véritable génocide qui est en train de se faire là-bas en Palestine. Et c'est très, très grave. Et c'est aussi très risqué pour les journalistes qui ont... Ah non, mais les journalistes ne vont plus là. C'est interdit, non, mais c'est interdit. Là, maintenant, c'est interdit, mais je veux dire, certains se font passer. Ils ont tué des tas de journalistes, sont morts là-bas, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est pas l'endroit où il faut y aller en ce moment. Hein. Dernier titre, c'est, je crois que c'est Nouvelles étincelles qui revient sur la qualification, avec un petit peu de retard quand même, sur la qualification de la Gold Cup en 2025. Bon, on le savait, mais enfin, c'est mieux de le savoir. Bien, alors, on revient à l'actualité. Ah oui, en France. Ah, là. Ah oui, le progrès social. What écrit, nous, là. 30 ans de ville d'art et d'architecture et d'histoire à Basse-Terre. Mais voilà, il est à côté du maire de Basse-Terre. C'est lui. Oui, ils ont eu... c'était dans notre journal cette semaine. Ils reviennent sur ça. Ils font un peu le bilan du label, Ville d'art et d'histoire. Ouais. Et ils rappellent quand même aux Bastériens et aux Guadeloupéens que ça a été une des premières villes, la première ville d'ailleurs, à avoir ce label. Et ils ont fait un gros travail Les maires sont très présents ces jours-ci dans les médias quand même. Il faut noter. Les maires sont très présents dans les médias. Comme vous l'avez dit, on est en campagne. Campagne de quoi? Je ne sais pas. Ah d'accord. Pour les futures élections, les futures échéances. Bien, allez, on revient donc, je disais, à notre actualité internationale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la bagarre? Est-ce qu'il y a une vraie bagarre entre Musk et Trump? Parce qu'ils étaient comme ça au début. Mais bonbon à brûlé, le torchon brûle, mais bonbon à brûlé. À un moment, quand c'est des égos surdimensionnés ensemble, il fallait s'y attendre. Il y a une affaire de business quand même, c'est que la marque, Tesla, ça s'appelle? Ah oui, il a pris un sacré coup. Il a perdu près de 50% de son marché. C'est une bonne raison pour se fâcher avec toi. Oui. Alors Trump ne veut pas vraiment se fâcher avec lui parce que j'ai comme l'impression qu'il a des petits secrets qu'il veut faire remonter. Oui, absolument, parce qu'il y a eu un affrontement par réseau social interposé. Ah hier. Oui, sur X. X et sur Trump. Celui de Trump. Donc ça a été assez virulent. Donald Trump a accusé Elon Musk de ne pas respecter la parole donnée et de trahir ses amitiés, et Elon Musk a dit qu'il allait produire des éléments concernant Donald Trump sur l'affaire Epstein. Ça va être chaud. Qu'il a produit 2-3 documents en disant déjà il a sorti des documents. Donald Trump qui avait couvert et étouffé cette affaire-là. En tout cas, la liste de noms a été étouffée parce qu'il figurerait là-dedans. Parce qu'il dit que c'est grâce à lui que Trump a été élu. Oui, mais la suite va être intéressante parce que c'est quand même Trump qui dirige la CIA. Donc, bon, on ne sait pas. On espère qu'il va rester en vie longtemps. Non, mais il est clair que ça ne pouvait pas durer puisqu'on voit bien comment Donald Trump fonctionne. Chaque fois, il passe d'un sujet à l'autre, il change d'avis en fonction de la tendance. On a bien vu que l'affaire de la réorganisation de l'administration, ça n'a pas beaucoup plu aux Américains. Il y a plein de gens dans la rue à cause de ça. Hein. Donc, forcément, il faut que quelqu'un porte le chapeau. À un moment donné, je pense que c'est Musk qui va porter le chapeau. Forcément, parce que c'était une idée à lui. Et donc, c'est un peu normal, cette affaire-là, puisque Trump, on voit bien comment il fait. Hein. Il dit une chose
3 semaines après, il y a le contraire, hein, parce que il faut rééquilibrer. Donc, c'est pas très surprenant, mais comme disait Nathalie, peut-être Bomba est brûlé, mais ils vont pas se fâcher vraiment parce qu'il y a de tellement gros enjeux financiers. Ils finiront par tomber d'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, que Musk, c'est quelqu'un qui prend des drogues assez dures. Depuis quelque temps, et c'est sorti comme par hasard dans les médias cette semaine. Et puis l'affaire des Sud-Africains aussi blancs qu'on a ramené là aussi, ça ne passe pas vraiment. Ouais. Alors, vous avez remarqué quelque chose quand même en tant que journaliste, c'est que ce conflit entre guillemets entre Trump et Musk, du coup, on ne parle plus de l'Ukraine. Oui, c'est très bien d'ailleurs, ça occupe ça occupe le devant de la scène, et l'Ukraine qui a bien bombardé la Russie cette semaine. Ouais. Du coup, on parle que de Trump, et puis là, l'Ukraine s'est passé à l'as. Bon, allez, on va dire un petit mot sur Terre de Blues, parce que c'est quand même la une du journal culturel de France Entier aujourd'hui. Oui, et la une aussi des îles du Sud, ce supplément, ce journal qu'on fait que pour eux. Ouais. Donc on parle évidemment du programme, des 3 jours sur place, de tout ce qui est à côté des before, des after. Mais on parle aussi, il y a un papier de Joseph Anor, qui est Marie Galantais, et qui écrit sur, nous sommes contents d'avoir un festival Terre de Blues depuis une 20aine d'années, mais derrière tout ça, il y a aussi un problème social, il y a un problème économique. Dernièrement, on a quand même liquidé l'association de travail des personnes handicapées. Donc, entre ceux qui travaillent, ceux qui sont reçus, il y a tout ça. Donc, il explique quand même dans un papier qu'il y a les dessous, les derrière, le blues du blues, le blues de Terre de Blues. Et puis bon, on parle aussi de ce qui marche. Il y a un jeune boucher qui s'est installé, il a repris l'entreprise familiale. Et on reviendra d'ailleurs mardi sur les suites de Terre de Blues, les concerts et tout ce qui s'est passé. Et pas sans rappeler aussi qu'il y a une affaire quand même avec un hôtel de Marie Galante qui comptait organiser le Blue Dream, une énorme soirée, et Marie Zetzel a pris un arrêté d'annulation. À la dernière minute. Voilà, à la dernière minute. Je pense que quand même la municipalité devait être au courant, parce que bon, il y a eu un échange entre communiqués et là, il y a tout ça. Donc je ne sais pas, Terre de Blues... Alors la question que je me posais, et chaque fois que je suis à la Terre de Blues, Marie Galantais me disait, je crois à Vinda, mais ça n'a pas tellement profité de nous. Est-ce que vous avez le sentiment que Terre de Blues profite aux Marie Galantais d'abord? Parce que quand il y a le grand village, il n'y a pas beaucoup de Marie Galantais dans le grand village. Il n'y a pas beaucoup de Marie Galantais, certes, mais ils ne vont pas me dire qu'ils profitent quand même. Il n'y a pas une place, ni dans les hôtels, ni dans les gîtes. Ni dans la location de voiture non plus. Voilà, s'il a par exemple une chambre chez lui, ou même, j'ai envie de vous dire, la pelouse, on peut même camper, ils peuvent s'en sortir. Certains, de toute façon, qui vendent des produits purement Marie Galantais ou même de l'artisanat local, sont quand même sur le village. Oui. Ils ont la possibilité d'avoir des prix préférentiels, non seulement pour les stands, pour les concerts, et parce qu'ils sont de Marie Galante, ou pour la traversée Pointe-à-Pitre Marie Galante. Les bateaux sont pleins depuis 2 jours. Il n'y a plus de place depuis une semaine pour prendre aucun bateau. Ouais. Même les soirées, parce que vous pouvez payer qu'une soirée, donc il y a une rotation qui part à 18h, vous arrivez à 19h, repartez à 1h du matin. Tout ça, c'est fini. Les minibus les navettes de Marie Galante, moi j'ai eu l'occasion de prendre des navettes. Bon, là heureusement on peut prendre le ticket directement à la communauté de communes. Oui. Sinon moi j'ai eu certains qui m'ont dit non, si on dépasse minuit vous allez payer plus cher, alors que c'était pas ça qui était prévu, puisque évidemment les concerts sont pas finis. Tant qu'ils sont pas finis, vous restez. Oui. Donc bon, il y a toute une organisation. En tout cas, il y a des gens qui profitent de Terre de Blues, c'est-à-dire qui bénéficient des retombées économiques, et je dirais même qu'en 3 jours, ils ont peut-être fait un chiffre d'affaires de 2, 3 ou 6 mois. De 2 mois, oui, à peu près. Oui. Ton avis, toi, tu es allé à la Terre de Blues? Récemment, non. Depuis que c'est arrivé, on passe la journée, on revient. Tu ne pars pas ce soir, non? Non, je ne pars pas ce soir. Non, mais la réalité, ce qu'on nous dit... Même si tu ne voulais pas partir, pas ni balle. Non, ce qui est gênant, je crois, ce que disent les Marie Galantais, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de choses qui se font autour, et des organisations qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec l'économie de Marie Galante. Les gens montent avec tout. Alors ça, effectivement, c'est gênant, ils n'achètent pas sur place. Mais il faut aussi se rappeler qu'il n'y a que 11 000 habitants actuellement à Marie Galante, et qu'il y a 25 000 personnes qui viennent, 30 000 personnes qui viennent,
c'est terrible. Donc c'est impossible de fournir à tout le monde. Sauf que, bon, effectivement, il y a ce souci-là, mais bon, les mariantes ne sont peut-être pas assez organisées pour le faire, mais il y a beaucoup de soirées privées. Il y a effectivement eu une déviation. Les restos fonctionnent bien. Les restos fonctionnent bien. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un choix aussi de l'organisation pour un certain type de spectacle qui attire un peu plus de monde. Et forcément, de l'autre côté, l'offre de service n'est peut-être pas suffisante, mais comme le rappelait Nathalie tout à l'heure, il n'y a pas de place dans les gîtes, il n'y a pas de voiture, les restos sont pleins. Bon, je me dis, c'est une affaire qui marche. Alors, il y a certainement des améliorations, peut-être des choix aussi. Alors la question qu'il faut se poser, c'est économiquement, est-ce que ça rapporte réellement vu que les collectivités jusqu'à maintenant, ils ne publient pas les chiffres. Non, alors on sait que c'était 900 000 euros sur 3 ans que le Conseil régional avait, à travers d'autres fonds, avait versé. La communauté d'agglomération accompagne, ce qui fait dire à certains qu'on paye 2 fois, puisqu'on paye le ticket et en même temps, il y a beaucoup d'argent public. Alors peut-être que de ce point de vue-là, il faut se poser la question de la rentabilité de l'affaire en tenant compte des moyens publics qui sont donnés. Parce que d'ailleurs, quand tu parles de rentabilité, tu n'as pas tort, Jacques, puisque je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui assistent au concert, donc qui achètent des places, alors qu'ils assistent à tous les before et les after dans les restaurants, ils sont dans les soirées, ils sont dans les gîtes, ils viennent avec tout et voilà, ils restent entre. Il y a moins de personnes, je trouve, sur les pelouses pour assister au concert. C'est vrai. Il y a moins il y a plus de camping, je crois. Normalement, oui. Il y a l'organisation d'un camping. Autrefois, on pouvait camper. Oui, non. On ne peut plus le faire n'importe où. On ne peut plus le faire, c'est terrible. On ne peut pas camper n'importe où, mais c'est organisé. Tu prends le bateau à quelle heure? Ah, je ne prends pas le bateau. Ah, tu prends pas le bateau? Non, on trouve pour ces à ça. Tu vas aussi, non? Non. Tu es jamais à la Terre de Bluse? Si, je l'ai couvert. On a couvert, oui. Ah oui, c'est vrai, Guadeloupe est en direct, je crois. Absolument. Pendant 3 jours, là. Mais c'est une très belle manifestation. Certes, il y a ce problème économique. Bon, j'ai envie de dire que la culture ne doit pas se résumer à des profits économiques. Donc ça doit profiter justement à tout le monde. Et c'est un bon rendez-vous qui a marqué de son empreinte la Guadeloupe et Marie-Galante, évidemment. C'est le plus grand festival de la Guadeloupe. Pour le moment. Finalement. Et Murat est magique, il faut reconnaître. Non, c'est vrai. C'est la magie qu'il faut préserver. Et peut-être que, d'ailleurs, Mme Edzola a peut-être s'est dit, bon, avec toute l'ambiance délétère qu'on a en ce moment avec la violence, elle a peut-être voulu réduire aussi un flot de personnes qui venaient. Bon, c'est un peu dommage pour les organisateurs, ça c'est certain, au dernier moment. Mais c'est vrai qu'il faut réguler, il y a certainement des choses à faire, parce qu'il y a de la magie, mais on peut perdre cette magie-là si effectivement tout le monde va en soirée, que plus personne ne va à Murat. Ça peut arriver. C'est bien ça le problème. Et puis, j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, on parle de Terre de Blues, même à l'extérieur. Il y a un bateau qui part de la Martinique, qui vient directement à Marie-Galante, par exemple. Mais n'oubliez pas d'où part cette idée de Pierre-Édouard Décimus, Eddie Compère et Christian Bataille. Et c'était Créole Blues. Et donc, les artistes, ils avaient justement ce réseau d'artistes qu'ils pouvaient contacter à travers aussi Cassav, peut-être, et internationaux. Et on a eu quand même des années de Terre de Blues, de Créole Blues. Ce soir, il y a la Bonne à Carnot, d'après ce que je vois. Les élèves de Carnot, les élèves de Carnot qui font un travail. Et jouer doit être filé à la fin, c'est la première soirée. Mais n'oubliez pas aussi que la première soirée, c'est la soirée terroir, la soirée gros cas. Donc il y a aussi le lait rose gratuit sur la place publique. D'accord. Et c'est Burning Spear, c'est samedi, c'est ça? C'est samedi, et la dernière soirée, ça va être... avec Delgrès. Oui, non, il n'y a pas... Voilà, Buenaventura. Bon, à voir. Non, c'est un très beau programme. C'est un beau programme, on ne peut pas dire. Et je le dis, c'est le plus grand festival de la Guadeloupe. Sans compter les scènes l'après-midi ou le midi. Oui, alors qui donnent de la visibilité à de jeunes artistes. Il y a même un concours et on retiendra. C'est le off. Mais on retiendra justement celui qui aura gagné et qui va participer au prochain Terre de Blues sur la scène de Murat. D'accord. Donc il y a tout ça. Voilà. Il faut regretter effectivement toutes ces soirées, ces choses qui se font
hors du festival, parce que quelque part, ça sert à rien de densifier quelque chose qui est déjà dense. Oui. Et peut-être qu'il faudrait déplacer à des périodes, parce qu'on se dit, mais pourquoi tout faire en même temps? Toutes ces soirées, ça aurait très bien pu se faire à un autre moment dans l'année. Je pense que ça a dépassé les élus de Marie-Galante ou l'organisation. Ouais, je crois. Je pense, parce que ça a commencé timidement, les soirées, et puis après, ça a explosé. Hein. Voilà, alors, juste un petit sujet pour revenir sur la révision du SAR de la région Guadeloupe. On en parlait, justement, on a aussi dans Antilles. On regarde ce sujet, c'est parti. Oui. La révision du SAR de la région Guadeloupe, le sujet de Charlie Dagonia, c'est parti. Il en est ressorti que c'est de la responsabilité des collectivités territoriales, enfin des communes, dès lors que... Alors, le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional, donc qui revêt en fait un certain nombre d'enjeux d'aménagement, de protection et en fait d'appropriation et de réponse aux besoins de la population guadeloupéenne. Donc c'est un schéma en fait qui, disons, sera la photographie, si je peux résumer ainsi, même si c'est un grand document, mais sera la photographie de la Guadeloupe pour les 20 prochaines années. Donc il est essentiel en fait de se l'approprier. C'est le schéma d'aménagement régional qui est l'une des compétences essentielles de la région, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'archipel guadeloupéen. Et c'est pour ça que nous devons accorder l'importance majeure à cette révision du SAR, puisqu'en fait, le SAR, c'est le supra, a une importance capitale concernant le schéma de cohérence territoriale qu'on appelle le SCOT, qui est pendant du SAR, mais aussi du PL, le plan local d'urbanisme au niveau des communes. Par conséquent, il est important pour nous que nous soyons au fait de ce qui va se passer au niveau du territoire guadeloupéen. Alors, il s'agit d'un document de planification, c'est-à-dire que c'est un document qui se projette sur le futur de la Guadeloupe, de la région. Qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'on souhaite qu'elle devienne. Et c'est surtout un document avant tout d'aménagement. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois de mobilité, de développement économique, d'habitat, de protection de l'environnement, des risques, mais tout ça par le prisme, par le regard de l'aménagement territorial. Pour être en face, pour pouvoir rester cohérent avec nous-mêmes, avec notre pays, que nous devons mettre en place ces mesures d'adaptation au climat, aux aléas, à l'aménagement du territoire, aux équipements, afin d'avoir une Guadeloupe qui puisse tenir dans 30 ans, 50 ans, et que ce pays soit bien approprié par les Guadeloupéens. Voilà, 13h28, on a vu Jacques. C'était quoi le SAR? Alors, ça veut dire quoi ça? Le schéma d'aménagement régional, qui est un document fondamental pour l'aménagement du pays. Qu'on trouvera dans le prochain nouvelle semaine. Oui, on en parlera. Voilà. Ben, c'est fini pour aujourd'hui, 13h29. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Danick. Au revoir à mes confrères. Et surtout, je souhaite un bon week-end de Pentecôte. Faites attention. Oui, faites attention à vous sur les routes. Faites attention à Marie-Galante. Il y a sur les routes, je vous dis ça. Alors, voilà. Et les parents, pas de téléphone en conduisant. Parlez aux enfants, ils ne regardent pas les informations, ils ne lisent pas le journal, mais quand vous les voyez rentrer et ressortir, donnez-leur un petit conseil, mollissez la route, pas boire trop. C'est ça. Voilà. Au revoir, Olivier. Très bon week-end. Très bon week-end. Très bon week-end pour ceux qui Donc tu ne peux pas prendre le bateau pour aller à la soirée de Touloulou, c'est ça? Il n'y aura pas de soirée Touloulou ce soir à Marie-Galante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 13h29, on se retrouve vendredi prochain. Ce sera une semaine avant le Congrès. Et on verra s'il sera organisé ou pas. Il sera organisé, ne t'inquiète pas. J'ai mis ma plus belle tenue pour ça. Voilà. 13h30, on prend la parole. On se retrouve tout à l'heure avec le directeur de la CGSS. C'est sa première venue ici. Il s'appelle M. Pierre-Jean Dallou. Vous le connaissez? Non? Oui. Non, pas encore. C'est son nom, Pierre-Jean Dallou. J'ai rien dit. Bon. À tout de suite.
Voilà, il est exactement 13h36. Dans un instant, nous allons recevoir Pierre-Jean Dallot. Bonjour. Bonjour. C'est le nouveau directeur de la CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin. Avec lui, on va avoir un petit entretien puisque c'est sa première venue dans le ZCL. Mais avant, on revient un petit peu sur l'actualité. L'actualité, c'était la signature de la convention entre la SIG et le CCAS de la ville des Abîmes, un projet qui s'appelle Big Bocaz. C'est à voir avec tout de suite Grégory Labs. Regardons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de nous rapprocher le plus possible de nos quartiers, des locataires qui nous font confiance, des familles qui nous font confiance, pour travailler avec elles à ce qu'on appelle avec Andy le développement humain, mais en gros, c'est avec le fait de faire quartier, le fait de ne plus être seulement locataire d'un bailleur, mais habitant d'un quartier. Et donc, de mettre en place des infrastructures qui permettent de regrouper un ensemble de services, de conseils, d'accompagnement, d'activités qui viennent contribuer à la vie de quartier de manière positive dans une logique de création de liens et de vivre ensemble. Il faut quand même qu'on fasse un diagnostic pour savoir qui c'est qui a besoin, qui c'est qui n'a pas besoin, quelle action on va mettre en place et tout ça. Et après, nous allons commencer à mettre en place des actions du maintien à domicile, de la santé, du numérique, du social, surtout parce que, comme vous le savez, au niveau des bailleurs sociaux, beaucoup de personnes en grande difficulté, en précarité importante. Donc, il nous appartiendra d'être un peu plus auprès de cette personne avec le bailleur pour pouvoir mieux coordonner l'accompagnement que nous devrions mettre en place. Un local qui un peu comme une maison des jeunes ou de la culture ou un peu comme un espace de vie sociale, mais où on regroupera des acteurs très différents de ce qu'il y a aujourd'hui dans ces structures-là. C'est-à-dire il y aura France Travail, il y aura des entreprises, notamment des entreprises facturières qui ont des problèmes d'impayés dans les quartiers pour pouvoir recréer du lien avec les habitants, des associations. Je pense notamment à des gens comme les petits frères des pauvres, à des gens comme les familles rurales qu'on a rencontrées il n'y a pas très longtemps. Voilà, des missions locales. L'idée, c'est vraiment de regrouper tous ces acteurs qui sont au service des habitants au même endroit, pas forcément tous en même temps, mais qu'ils aient un espace où ils puissent organiser des choses à destination des habitants. Mais ce qui est important là aujourd'hui, c'est surtout cette collaboration et cette ingénierie que nous mettons ensemble pour pouvoir répondre aux problématiques sociales du territoire et mettre en place une politique publique sociale beaucoup plus importante et beaucoup plus offensive. La première structure va être créée à Bois-Ripeau et la Croix. Et puis l'idée, c'est d'en avoir une dizaine dans les 2 ans qui viennent. Et puis d'étendre le réseau en fonction des besoins, non seulement des quartiers, mais des collectivités, des attentes des différents acteurs. L'idée, c'est vraiment d'être dans un processus collectif. C'est pas nous qui avons une bonne idée et qui l'exploitons, c'est on a une idée, on la soumet à notre écosystème, on voit comment il réagit, comment le modèle doit s'adapter pour correspondre aux besoins de tel ou tel quartier, et on y va ensemble. Bien. Merci. Je vous l'ai dit, on va recevoir. Donc, on reçoit même aujourd'hui Pierre-Jean Dallot, directeur de la CGSS de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Merci d'être avec nous. Vous êtes comme nous. Bon, allez, on va le dire. On peut le dire, vous êtes réunionnais. Oui. C'est votre premier séjour en Guadeloupe. Oui. Donc, quand on est réunionnais, on débarque en Guadeloupe. Quelle est la première impression qu'on a? On a l'impression que c'est familier. Oui. C'est familier, température, les cannes, oui, la canne à sucre, la mer. Oui, oui. Donc on a l'impression d'être... on ne se sent pas perdu. On ne se sent pas dépaysé. Oui, on ne se sent pas dépaysé. Non, pas du tout. Bon, alors, vous savez, enfin, je vous apprends rien, parce que la CGSS a des missions essentielles, des défis majeurs. Alors, comment on peut résumer un petit peu aujourd'hui les choses qui se mettent en place à la CGSS en ce moment? Alors, juste donner peut-être un peu l'importance de la CGSS dans l'environnement... guadeloupéen. La CGSS en 2024, c'est 2,8 milliards d'euros de prestations versées, oui. C'est 1,4 milliard d'euros de cotisations recouvrées, le tout pour différents publics, oui. Que ce soit des publics de salariés, que ce soit des publics de retraités, que ce soit des publics d'agriculteurs, oui. Que ce soit des publics de cotisants, puisque la CGSS fait aussi le service public pour les employeurs. Bref, la CGSS, c'est vraiment un poids très important, d'autant que on me dit que sur les 10 milliards ou 11 milliards de PIB de la Guadeloupe,
La CGSS représente donc plus du tiers du PIB de la Guadeloupe. C'est un acteur majeur. C'est un acteur de redistribution majeur dans le département, en fait. Bien, alors, chose qui est importante, ce sont les projets quand même qui sont en cours, parce que la CGSS d'il y a 30 ans, de 40 ans de mes parents n'est pas la CGSS d'aujourd'hui. Ça se modernise. Absolument. Alors, sous la houlette de mon conseil d'administration, et avec mon président, Dr. Véjanqui, même aujourd'hui, on essaye d'aller vers les gens. On n'essaye pas, on y va d'ailleurs. Oui. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle manière de voir la redistribution, l'accès aux droits. Oui. C'est de se dire qu'on ne va plus rester chez nous, dans nos bureaux, mais au contraire, on va mener des opérations sur les territoires, vers les populations, que ce soit d'ailleurs les populations les plus fragiles, les populations agricoles, les cotisants, on va vers eux. Et ça, c'est une nouveauté, une dimension qui va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Alors, il y a quand même un sujet qui est relativement sensible, c'est le projet, la dématérialisation. Tout à fait. Qui se fait, parce que, bon, on est dans une population où tout le monde n'est pas au digital, mais quand même, il faut avancer. Tout à fait. Alors, le rôle de la CGSS, ce n'est pas de promouvoir le tout numérique. Oui. Le rôle de la CGSS, c'est de pouvoir offrir tous les canaux de contact, de sollicitation dont ont besoin nos publics. Oui. Donc, il faut savoir quand même que le numérique se développe pas mal. Hein. Il y a plus de la moitié des retraites qui sont faites par numérique. Oui. 73% des Guadeloupéens ont un compte Amélie. Okay. Vous avez 70% des demandes de C2S qui sont faites par le compte Amélie. Vous avez près de la moitié des demandes de pension de réversion qui sont faites par le compte Amélie. Et puis, vous avez les employeurs qui ont leur compte employeur. Oui. Donc, on a le numérique qui se développe. Néanmoins, le sujet, c'est vraiment d'offrir toute la palette de possibilités de contact, que ce soit physique, téléphonique, numérique, à l'ensemble de nos populations. Alors, vous arrivez dans une CGSS déjà très modernisée, parce que là où vous êtes en ce moment, c'était pas il y a 30 ans. Et le problème de l'accueil se posait quelquefois. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, ça s'améliore. Oui, aujourd'hui, je pense que ça s'améliore. C'est pas seulement une pensée, d'ailleurs, les publics le disent. Sous la houlette du conseil d'administration, l'accueil s'est développé, s'est ancré. On couvre désormais l'ensemble du territoire, que ce soit Grande-Terre ou Basse-Terre. Oui. Donc, on va évidemment sur les îles de l'archipel, puisque la particularité de la Guadeloupe, c'est d'avoir des îles. Des îles, oui. Et puis, on est aussi CGSS de Saint-Martin, c'est-à-dire que nous, on a les plus de 30 000 personnes qui vivent à Saint-Martin, qui sont sous notre gestion, et donc on va également leur offrir des services, et on est présent à Saint-Martin. Alors, autre problématique quand même, c'est l'accès au droit, la facilitation de l'accès au droit. Tout à fait. Ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on mène ces opérations dites aller vers aujourd'hui, ces opérations de proximité et ces opérations dans les territoires. C'est pour justement que les gens qui hésitent à venir nous voir, eh bien, c'est d'être vus par eux, et que eux puissent venir. On va d'ailleurs sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, mais aussi sur l'ensemble des îles, hein, puisqu'on va à Marie-Galante, on va à Saint-Martin, également se montrer, proposer des services et donc faire du recours au droit. Oui. Alors, il y a un sujet quand même que beaucoup de gens en entendent parler, ne savent pas exactement ce que c'est. Peut-être que vous êtes là sur l'occasion. Le complémentaire santé solidaire. Oui. Alors, la complémentaire santé solidaire, ex-CMU, couverture maladie universelle, c'est un dispositif qui permet, sous condition de ressources, d'avoir une complémentaire santé. Parce que toutes les personnes, pour se faire rembourser, il y a deux bouts, en fait. Il y a deux étages. Il y a un étage de base. Ça, tout le monde l'a. Ça s'appelle la protection universelle maladie. En revanche, pour compléter cet étage-là, ce qu'on appelle les complémentaires, les mutuelles, eh bien, il faut souscrire à, justement, une complémentaire santé. Et là, pour des personnes qui ne dépassent pas un certain niveau de ressources, eh bien, il y a la possibilité d'avoir la complémentaire santé sans bourse déliée, ou bien d'avoir une complémentaire santé en payant un minimum de cotisation. Et ça permet d'avoir accès à un panier de soins très élargi, dentaire, optique, et tous les autres soins, bien sûr, dont peuvent bénéficier la population.
Alors, je sais aussi que la CGSS travaille avec l'ARS pour aider les professionnels de santé qui s'installent. Tout à fait. Oui. Donc, on essaye de simplifier, en fait, l'installation des professionnels de santé dans le département. Et donc, avec l'ARS, mais pas seulement, avec d'autres acteurs représentants du monde de ces professionnels, on essaye de faire en sorte que leur installation se passe le mieux possible pour qu'ils puissent le plus vite possible prendre leur activité. Oui. Et donc, vous venez de la Réunion, vous savez de quoi je parle, qu'on parle de dépistage, prévention des maladies, des virus. Alors, comment la CGSS intervient dans ce domaine-là? Eh bien, là alors, on intervient de deux manières. On fait, on envoie des kits de dépistage, notamment, je pense, au dépistage du cancer colorectal. Oui. On fait des informations, beaucoup d'informations lors de ces opérations, justement, de proximité. Eh bien, non seulement on fait du recours au droit, mais on fait également des informations de prévention. La CGSS aussi intervient parce que depuis un an, un peu plus d'un an, sous la houlette du conseil d'administration de la CGSS, s'est créé un centre d'examen de santé qui permet d'avoir un bilan de santé. Et là, c'est un examen qui dure 45 minutes à 1 heure. Un examen de prévention qui permet de faire, en gros, un état des lieux de la santé de la personne. L'année dernière, on en a fait 1500 et l'objectif, c'est d'en faire pas loin de 6000 sur l'ensemble de la Guadeloupe, voire même des bilans qui ne sont pas seulement sur les abîmes, mais aussi des bilans qui sont décentralisés, des bilans qui peuvent être, le cas échéant, faits sur les îles. Donc la CGSS intervient de différentes manières et surtout au plus près pour convaincre les personnes de se faire dépister. Alors, autre chose, c'est on est dans un pays où quand même la population est vieillissante, il y a de plus en plus de personnes isolées. Comment intervient la CGSS dans ce cas-là, et surtout les problèmes de mobilité, parce que quand vous êtes en grande terre, pour aller à Basse-Terre ou revenir, c'est pas toujours évident. Comment ça se gère? Alors là, on noue des partenariats qui peuvent permettre d'avoir un accompagnement global. Notre service social de la CGSS intervient auprès des retraités pour favoriser justement leur autonomie, leur permettre d'avoir des accompagnements et des aides pour être le plus autonome possible. Et là, pour le coup, on noue des partenariats pour qu'ils puissent avoir également des solutions pour leur mobilité, mais aussi des solutions pour leur vie autonome chez eux. Et donc, c'est un vrai sujet dans notre département, que d'accompagner le vieillissement de la population. Et là-dessus, la CGSS est extrêmement mobilisée, notamment à travers sa branche retraite, mais aussi à travers son service social qui, réalise des plans d'aide. Il y a un plan d'aide global qui s'appelle Oscar. Oui. Donc c'est un plan qui permet justement d'avoir un bilan pluridisciplinaire sur de multiples sujets et qui permet du coup de monter un plan d'action spécifique permettant l'autonomisation ou en tout cas le maintien de l'autonomie des personnes les plus âgées, on va dire. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisque vous êtes le directeur de la CGSS. Globalement, parce qu'il y a des gens qui regardent cette émission, beaucoup de gens qui regardent cette émission le midi, et particulièrement des personnes qui sont chez elles en ce moment. Comment, d'une manière globale, la CGSS intervient pour la santé des Guadeloupéens, des personnes qui nous regardent en ce moment? Alors, pour la santé des Guadeloupéens, on intervient bien évidemment de plusieurs manières. La première chose, c'est que nous proposons, quand une personne n'a pas trouvé de médecin traitant, eh bien de l'aider à rechercher un médecin traitant, notamment en nous appuyant sur les exercices coordonnés, maisons de santé pluridisciplinaires, ce qu'on appelle les CPTS, c'est-à-dire des regroupements de professionnels de santé. Et donc, on les accompagne pour les aider à trouver des médecins. On les accompagne aussi, non seulement à trouver des médecins, mais aussi à réaliser leurs soins. On les oriente également vers notre centre d'examen de santé, je l'indiquais tout à l'heure, qui réalise des bilans de santé. Oui. Et puis, on suit notamment les personnes qui sont en affection de longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant. Et là, nous proposons à des médecins la prise en charge de ces personnes. Il y a 4%, un peu plus de 4% en Guadeloupe des personnes qui sont en ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc là, nous envoyons des listes de personnes aux médecins et leur demandons
sur la base évidemment du volontariat, s'ils peuvent prendre en charge les personnes. Donc on est extrêmement actif sur le sujet. On peut dire que d'une manière générale que la CGSS s'occupe de la protection sociale du citoyen. Avec la CAF, puisqu'il ne faut pas oublier la CAF, mais avec la CAF, en effet, la CGSS est l'un des acteurs majeurs de la protection sociale du citoyen. Nous sommes là au service de la population pour la protéger en matière sociale. Oui, et la relation avec les entreprises, quand même, un petit mot. Évidemment, d'un côté, on protège, mais pour protéger, il faut avoir des moyens. Tout à fait. Donc, pour avoir ces moyens, il faut prélever des cotisations. Oui. Et prélever des cotisations, ça se prélève sur une activité. Donc, la CGSS a ce rôle-là. L'objectif du conseil d'administration et celui que je porte, c'est de pouvoir accompagner et de prévenir au mieux la difficulté des entreprises, justement pour les accompagner, pour les sauvegarder. On n'est pas tout seul d'ailleurs sur le sujet, hein, puisqu'il y a des services de l'État qui sont également dans le... Et donc, avec on va déployer, développer des parcours qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises sur le sujet, notamment pour leur expliquer les échéances, leur expliquer que les montants, les sommes qui sont à payer dans les premières années d'activité. Donc, on essaye d'être un accompagnant recouvrant auprès de nos cotisants. D'ailleurs, sur les travailleurs indépendants, par exemple, la CGSS a financé 700 000 euros d'accompagnement pour les travailleurs indépendants en difficulté, que ce soit sur l'assurance maladie ou ceux qui ont des activités compliquées. Et donc, on est comme pour toutes les prestations où on est dans l'accompagnement et dans les techniques d'approche, d'aller vers, comme on dit. Eh bien, on essaye et on veut développer la même chose pour les cotisants. Dernière chose, ça signifie que, en dehors des bureaux, des bureaux que vous avez là-bas, que les responsables de la CGSS vont vers le public aussi. Complètement. Oui. Complètement. En tout cas, si vous parlez des responsables, le président d'Octro Véjan, qui moi-même, et puis mes collègues d'ailleurs de la direction, on est souvent sur le terrain avec nos équipes. Lorsqu'il y a des opérations proches de la population. Et c'est vraiment l'un des sujets que l'on porte et que l'on portera à l'avenir. Oui. Ce qu'on appelle de la communication, et c'est nécessaire. Je pense que ça l'est. Voilà. Merci en tout cas à vous. En tout cas, merci pour ce premier passage dans le ZCL. On aura l'occasion de vous revoir et probablement sur des sujets plus particuliers, plus précis, parce que le problème de la retraite des agriculteurs, qui est un problème crucial, surtout dans ce pays, parce que les agriculteurs sont déjà âgés. Tout à fait. Et ne sont pas toujours au fait des dernières solutions, ni des mises en place, ni de l'utilisation du digital. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des opérations en ce sens-là. Oui. On va vers eux. Et c'est très important. Merci d'être venu. Un dernier sujet d'actualité. On va regarder un peu ce rapport sous les sargasses à la Chambre régionale des comptes. C'est un sujet de Maxime Morel. C'est parti, il est 13h54. Il en est ressorti que c'est de la responsabilité des collectivités territoriales, enfin des communes, dès lors que les sargasses s'échouent, qu'elles doivent mieux s'organiser pour les collecter et les stocker et faire en sorte de mieux informer la population. Qu'elles s'organisent un peu mieux, qu'il y ait une meilleure anticipation, compte tenu du fait que le phénomène est récurrent tous les ans, donc qu'elle s'organise effectivement mieux, avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés, comme l'État, les communautés de communes, communautés d'agglomération, ou d'autres intervenants, et peut-être qu'effectivement la création de GIP, donc groupement d'intérêt public, permettra de mettre tout le monde autour d'une table et de réfléchir à travailler ensemble. Il me semble qu'en tout cas, ce que le rapport peut pointer, c'est que chaque année, il est mis en exergue par la presse qu'il y a des échouements, que les citoyens le vivent très mal, et que donc la question se pose de savoir comment on fait pour éviter ces échouements, ou on les collecte et stocke le plus rapidement possible. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi tous les ans, on assiste toujours à la même question, aux mêmes difficultés.
Voilà, ben c'était le dernier sujet de ce ZCL de ce samedi 6 juin. Je rappelle quand même que nous sommes le début de week-end. Faites attention sur la route, comme on dit. Là où prend la route, pas prendre la route, c'est important. On a reçu en début de ce ZCL le procureur de la République, Caroline Calbou, par rapport à cet homicide d'un jeune Guadeloupéen. C'est je regarde Fonsanti, c'est le 5e homicide en 8 jours, c'est beaucoup trop. Sinon, on avait avec nous Jacques Dancade, Olivier, l'ancien journaliste de Guadeloupe Première, Nathalie Dinan, la directrice de Fonsanti. Avec eux, on a fait un petit peu le point sur l'actualité de cette semaine. Et puis, on rappelle aussi, il y a ce week-end Terre le Blues, c'est la 23e édition de ce festival qui se tient à Marie-Galante. Et on a reçu en fin d'édition le nouveau directeur de la CGSS, M. Pierre-Jean Dallot, qu'on a été content de recevoir aujourd'hui. C'est un Réunionnais, donc il connaît bien la vie dans les îles, puisque j'imagine que la Réunion, bon, c'est différent, mais en fait, quand même, il y a des ressemblances quand même. Ah, beaucoup. Oui, beaucoup de ressemblances. Quand on est à la Réunion, on ne se sent pas étranger. Quand on est réunionnais en Guadeloupe, on se sent chez soi aussi. Voilà, 13h57, merci d'être avec nous. On se retrouve lundi, en début de semaine, pour une nouvelle série d'émissions avec le ZCL. On remercie notre réalisateur Emmanuel, c'est ça? Oui, Marcel. Et avec Jordan en back-office. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end.